Tous, bienvenue pour ce nouveau meet-up de Muséum Connexion. Je suis Claire Delangeau, la directrice de Muséum Connexion. On se retrouve maintenant depuis quelques mois, une fois par mois, pour partager ensemble les expériences innovantes que vous menez dans vos musées, dans vos lieux culturels ou touristiques. Aujourd'hui, il va être question de boutiques de musées, il va être question de vente en ligne, de créer du lien avec notre public alors que nos musées sont fermés. Je voudrais remercier tout particulièrement Benoît Decron du musée de Soulages à Rodez et Lorraine Daucher d'Arteum d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Et puis, je laisse la parole à Antoine Roland qui va mener nos débats. Très bon meet-up à tous. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc, quelques mots en préambule plutôt logistique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser en fait dans le chat. La session qui nous réunit. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, comme à l'accoutumée, sera donc de 20 minutes en plénière où on dialoguera en fait avec nos deux intervenants et intervenantes, et puis ensuite on se répartira en petits groupes pour ceux et celles qui se sont inscrits ainsi, afin de discuter un peu plus amplement en petit comité sur les enjeux, notamment de la boutique comme vecteur de lien avec les publics. Donc, nous sommes très heureux effectivement d'accueillir aujourd'hui Lorraine Daucher, fondatrice d'Arteum, et Benoît Decron, donc directeur du musée Soulages. Quelques mots rapidement afin de présenter déjà leur structure. Donc Arteum, qui est un acteur de référence européen dans le monde du retail culturel et touristique, a été créé en 2008, qui est tout d'abord éditeur et distributeur de produits culturels, réseau de librairies, boutiques, de musées, de sites touristiques. Depuis 2013, Arteum opère en fait en marque blanche la boutique par exemple des arts décoratifs, du musée Carnavalet, du musée de l'Armée, du musée du Quai Branly. Depuis 2015, en fait, ils se sont aussi étendus à l'international, par exemple au Danemark, en Angleterre ou au Portugal. Ils ont développé aussi tout un ensemble de corners en fait, dans différents grands magasins à Paris, et ils comptabilisent aujourd'hui plus de 300 points de vente dans le monde. Quelques chiffres aussi, 20 concessions, 10 millions de visiteurs, donc 10 millions d'internautes, 10 millions de visiteurs en fait, physiques, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 160 salariés, 500 produits édités par an, 300 points de vente, 1000 fournisseurs et 35 000 références de produits. Bref, vous l'aurez compris, avec cette avalanche de chiffres, on est vraiment en fait, sur un acteur qui prévaut en fait, dans le monde de la boutique. Côté musée Soulages, donc, en 2005, Pierre Soulages et son épouse ont fait don d'une collection exceptionnelle de 250 œuvres, de 250 documents à la communauté agglomération du Grand Rodez. Le musée a été ouvert à la suite de cette donation en 2014. C'est un des fonds les plus complets en fait, sur l'artiste. Sur les 30 premières années de création de l'artiste. Le 1er juillet 2019, après 5 ans d'existence et plus de 900 000 visiteurs accueillis, le musée Soulages en fait, est devenu un EPCC, un établissement public de coopération culturelle. Il comptabilise plus de 1700 mètres carrés d'exposition permanente et accueille aussi régulièrement des expositions temporaires dans un espace de 500 mètres carrés qui est dédié à des artistes, donc des mouvements modernes et contemporains qui ont à cœur en fait, d'expérimenter et donc d'être dans la droite ligne finalement de tout le travail qu'a pu faire Pierre Soulages. Quelques mots sur ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Donc, quelques initiatives qui nous semblaient intéressantes de partager avec vous. Côté Arteum, notamment, c'est le lancement d'une marketplace en octobre 2020. Donc, une place de marché qui a pour objectif en fait, de réunir l'ensemble des partenaires qui sont en concession de boutiques, de musées, afin de faire des ventes croisées, développer des communautés pour faire un panier commun, donc un site web qui référence finalement l'ensemble des offres de différents musées français, mais aussi qui référence des produits internationaux. Donc un catalogue extrêmement riche qui est aussi pourvoyeur de chiffres d'affaires additionnels pour les musées. Donc c'est un moyen aussi de maintenir le lien et d'aller chercher d'autres publics en se référençant finalement dans une plateforme beaucoup plus large que sa propre communauté. Cette plateforme est servie d'ailleurs par une newsletter assez puissante qui comptabilise 50 000 abonnés. Donc ça, c'était déjà le principal axe sur lequel on reviendra avec Lorraine. Et puis aussi, on pourra évoquer, si on a le temps, aussi tout un ensemble de projets de vente en ligne événementielle, notamment une opération qui a été menée avec la Tour Eiffel, qui s'appelle Diamant de Lumière, qui est assez inspirante, notamment dans une optique de réouverture que l'on espère prochaine des musées. On y reviendra.
Côté musée de Soulages, donc 2 principaux projets qui nous semblaient intéressants de partager avec Benoît. C'était la réouverture de la boutique du musée Soulages en click and collect en janvier. Comme beaucoup de boutiques de musées, donc il y a eu une réadaptation finalement de ces activités. Et puis aussi la volonté de produire, d'éditer un journal qui mette en avant en fait les collections du musée, les expositions en cours. Un journal de 16 pages vendu à 3 € dans la boutique et qui permet aussi de maintenir le lien, notamment entre les publics et la programmation culturelle du musée. Donc, pour débuter notre conversation, déjà, nous allons donc pouvoir échanger avec Lorraine Daucher, donc Arteum, et Benoît Decron, donc du musée Soulages. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Donc, en quelques mots, l'un et l'autre, on va peut-être commencer par Lorraine. Pouvez-vous nous présenter la genèse de votre projet, donc cette marketplace, et puis après on évoquera un peu plus amplement le journal du musée Soulages. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. La genèse, en fait, c'est dès le départ de la création d'Arteum et de nos boutiques dans les musées. On a voulu compléter la vente sur site et l'expérience sur site par des ventes aussi externes, hors les murs, pour compléter les recettes et puis créer ce lien qui va au-delà de la boutique physique. Et donc, on a développé petit à petit un écosystème digital avec des boutiques en ligne en marque blanche pour chacun des musées, rattachés au site officiel des musées. Et puis, en septembre dernier, nous préparions déjà depuis quelques mois le lancement de la marketplace qui s'est retrouvé lancé dans une période où ça tombait bien de pouvoir être présent en ligne. Et donc, cette marketplace, comme vous l'avez déjà présenté, qui réunit l'ensemble de nos boutiques de musées que l'on gère, mais aussi qui a pour vocation à s'ouvrir à des catalogues de musées internationaux, externes, que l'on ne gère pas forcément, et pour devenir vraiment la marketplace de référence des produits de musée et créer cette communauté plus largement autour de gens qui s'intéressent à l'art et la culture. Merci beaucoup. Benoît, quant à vous, donc vous êtes transformé en maison d'édition, finalement, en créant un journal tabloïd. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu la genèse de ce projet, comment vous est venue l'idée et comment vous avez finalement orchestré la naissance de ce premier numéro de ce journal? En fait, d'abord, on est éditeur. Le musée est éditeur. Même avant la création du musée, on était déjà éditeur parce que j'ai toujours considéré que c'est bien d'être indépendant. Donc, on édite ses propres catalogues, ses posters, ses objets, avec quand même une spécificité, c'est que moi, je travaille avec un artiste en activité qui s'appelle Pierre Soulages. Donc, il y a des dépôts je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais des dépôts de marques, des choses comme ça. Et puis, évidemment, on ne peut pas éditer quelque chose sur Pierre Soulages sans avoir son assentiment. Déjà, c'est la première chose. Et donc, le journal, c'est très simple, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on est en confinement et qu'on ne doit pas rester triste, il faut rester actif et montrer au monde entier que les gens de musée ne sont pas des gens qui restent les deux pieds dans les bottes et qui attendent bêtement que ça s'arrête. Alors nous, on avait fait, avec l'équipe, on avait fait pas mal de petites notices, de petits pavés sur Instagram, sur le site du musée. Et puis finalement, on s'est dit, pourquoi pas en faire un journal, c'est-à-dire profiter du fait que on a fait que ce travail avait déjà été réalisé pour en faire un journal. Mais moi, je voulais un journal qui coûte pas cher. Donc, j'ai travaillé tout simplement avec une imprimerie l'imprimerie de Champagne, qui fait des tabloïds. Donc, sachez que, par exemple, 30 000 exemplaires d'un journal, 24 pages, c'est 3 500 €. Voilà. Et ça, c'est bien et ça permet de vendre ce journal très peu cher. Pour les amis du musée, on le vend à 1 € et puis autrement, on le vend 3 €. Voilà. Et c'est bien parce que tout le travail qu'on a fait avec l'équipe, finalement, il y a un souvenir. Et puis, il n'y a pas de date précise pour les sorties des autres journaux, c'est comme on a envie. Merci. Donc, effectivement, une autre chose aussi qu'on avait pas mal évoqué sur ces différents projets, donc ce sont des moyens pour maintenir le lien finalement avec les publics. D'un côté, avec une boutique ouverte physiquement et qui permet d'accueillir, en tout cas, en fait, dans une phase de retrait, ces publics-là et de maintenir le lien ainsi. Et puis, à distance, avec, par exemple, le projet d'Arteum,
en référençant finalement un ensemble de catalogues et en remettant en avant en fait finalement l'ensemble des produits, des services qui peuvent être offerts dans un musée. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'évoquer la façon dont vous avez finalement sous contrainte avec cette crise sanitaire diffusé ces différents projets. Comment est-ce que vous les avez orchestrés? Quels en sont les résultats? Alors peut-être Benoît, si vous voulez poursuivre sur la façon dont vous avez diffusé ce projet, communiqué dessus, et aujourd'hui, si vous avez quelques résultats à annoncer. Écoutez, d'abord, il y a une chose qui est très importante, deux choses à comprendre. D'abord, on fait comme on peut. Et comme la plupart des musées, on fait avec nos propres réseaux, on aménage nos réseaux, l'Instagram, tout ça, parce que je crois que c'est vraiment important. Et puis, le deuxième paramètre aussi qui est très important, c'est pas parce que les gens sont en télétravail ou en ordre dispersé au musée qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Et que c'est bien de mettre les gens déjà en responsabilité d'un certain nombre de choses. Ça, j'y crois énormément. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que c'est très, très important d'être en contact, de rester en contact avec nos publics. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Alors, par exemple, on a mis en place un click and collect, mais bon, c'est encore, ça marche au feu de bois, quoi. C'est pas formidable encore, mais bon, en l'espace de 2 mois, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'en click and collect, on a fait 10-12 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. Alors, ce qui est bien, c'est que la boutique est ouverte. Alors, j'ai aussi un petit conseil à donner aux collègues pour les ouvertures de boutique, parce qu'on vous raconte beaucoup de bêtises et c'est assez facile de faire ouvrir une boutique. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez ouvrir une boutique. Certains ont déjà dû le faire. Mais en tout cas, ce qui était très, très important, c'était de conserver le lien avec le public. Alors, bon, notre boutique est ouverte tous les jours, de 10h à midi et de 13h30 à 17h15 pour que les gens puissent rentrer chez eux. Voilà. Donc, ça fait aussi du lien, les gens discutent. Il faut savoir aussi qu'on a un site d'amis de musée avec pratiquement 850 membres. Donc, c'est intéressant d'en donner aux petits porteurs des amis du musée, c'est-à-dire aux gens qui suivent les conférences, etc. Il faut surtout pas se laisser aller. Voilà. Alors, pour ouvrir votre boutique, vous demandez à la préfecture. C'est la préfecture qui décide d'ouvrir votre boutique. Et il ne faut pas croire que parce que vous êtes un site, un établissement, un ERP, que pour autant, vous ne pouvez pas ouvrir votre boutique. Donc, vous avez le droit, vous demandez à la préfecture, vous forcez un petit peu, vous donnez des exemples. Je crois qu'en Occitanie, il y a le musée le musée d'histoire naturelle et il y a mon musée. Voilà. Et vous pouvez ouvrir votre boutique. Au moins, c'est un sas, c'est un guichet entre le musée qui est fermé et votre public. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Benoît. Donc, autre façon de faire côté Arteum où la logique était différente puisque l'objectif était d'enrichir finalement le positionnement d'Arteum en mettant en avant de passer de la marque blanche finalement en concession pour des boutiques à une marque forte de plateforme qui est la plateforme d'Arteum. Comment est-ce que vous avez travaillé en fait sur la diffusion en fait de cette place de marché et est-ce que vous avez quelques résultats aussi à nous partager suite à cette diffusion sur les produits ou les services qui ont été vendus? Alors, pour diffuser effectivement la marketplace et puis l'ensemble d'ailleurs de l'écosystème de nos différentes boutiques de musées, on a travaillé sur 4 axes. Le premier, nos clients, donc ceux qui viennent régulièrement dans notre boutique et effectivement garder le lien, les fidéliser, leur envoyer, leur adresser du contenu en association avec les produits. Donc par les newsletters, par les réseaux sociaux. On a travaillé aussi beaucoup avec nos partenaires, les musées eux-mêmes, qui ont une forte activité digitale et de communication dans cette période. Donc, ça a été l'occasion de vraiment travailler de manière très proche pour avoir des communications conjointes et puis d'être dans de la prospection finalement auprès d'eux et auprès de toute leur base, donc de faire mieux connaître aussi notre offre auprès de leur propre réseau. Donc, ce travail avec les partenaires est essentiel et puis il permet aussi, juste en termes de contenu, d'avoir des communications très fines et puis bon, même s'il n'y avait pas d'actualité d'exposition, néanmoins, il y a des expositions qui étaient en place qu'on ne voyait pas. Et donc, on a pu travailler avec eux et faire ces communications. Et puis, on a été chercher des nouveaux publics aussi. Enfin, on va chercher des nouveaux publics. Alors,
d'une part des publics français. Donc, on a fait toute une campagne sur YouTube. On a fait une vidéo motion qui est passée sur YouTube. On a eu 1 million de vues sur cette vidéo et qui nous a permis de toucher donc, des publics très variés que l'on a ciblés aussi, parce qu'on l'a fait avec une agence spécialisée qui est vraiment dans l'analyse des cibles par tranche d'âge, par intérêt, etc. Donc, c'était très intéressant. Puis après, de l'analyser et puis de continuer à faire cette campagne qui va se poursuivre. On a fait aussi des campagnes sur les réseaux sociaux et on a aussi une partie de la marketplace, une offre qui est une boutique en ligne sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et puis sur Facebook. Donc, on a multiplié comme ça nos canaux de distribution. Et puis, le dernier axe, c'est aussi des nouveaux publics à l'international. Et on a fait un partenariat très intéressant avec un acteur chinois. Et on a pu faire des live streaming, donc c'est-à-dire des visites en live de nos musées, ce qui a permis aussi, au-delà de la boutique des produits, de faire rayonner aussi nos musées. Donc, on l'a fait avec l'Opéra de Paris, avec la Tour Eiffel et puis le Musée des Arts Décoratifs, et donc des visites avec les directeurs de ces différentes institutions qui ont été présentés en live sur le réseau Weibo, qui est un réseau social très puissant en Chine, et avec un lien sur Tmall qui a permis de faire des ventes en regard de ce live. Voilà, donc on a essayé dans cette période, enfin on essaie toujours puisqu'on y est encore, et puis ça poursuivra, parce que c'est, voilà, au-delà du confinement, c'est vraiment une stratégie digitale qui est amenée à se construire, à se développer sur plusieurs axes. Merci. Effectivement, donc deux approches très différentes et complémentaires. Une approche donc de retour au lieu physique, du moins par la boutique, et une approche en fait plus digitale. Est-ce que alors, on pensait à une ouverture prochaine des lieux culturels, a priori c'est pas forcément le cas, mais comment allez-vous pérenniser vos différents projets? Alors juste en quelques mots, peut-être Benoît, et est-ce que vous avez prévu d'autres numéros? Et Lorraine, pareil, comment vous envisagez la suite avec la réouverture physique des boutiques? Alors, en ce qui concerne le musée Soulages, par exemple, si on parle de ce journal, vous voyez, c'est un journal très ordinaire. Voilà, c'est un tabloïd, donc c'est facile. Voilà, il y a un plan du musée derrière et puis il y a tout un tas de rubriques qui permettent de visiter le musée. Pour le journal, nous, on ne se donne pas de règles précises au niveau de les parutions. Par exemple, il y a 2 exemples. On est en train de refaire actuellement le cabinet des estampes. On s'est dit, tiens, on va faire un journal avec notre réaccrochage du cabinet des estampes, d'avoir de belles images de nos estampes, donc une vingtaine, un texte très simple. Et puis, comme évidemment, comme vous le savez, on est tous dans une situation vraiment très compliquée avec la Covid. Mon exposition de printemps, du coup, devient mon expo d'été, l'exposition sur Gilles Barbier. Donc, l'exposition Léger est remise à l'été de l'année prochaine. Je ne peux pas faire autrement, parce qu'il faut savoir que de toute façon, ça pose des problèmes économiques. Hein. De toute façon, pas de billetterie égale pas de recettes. Et donc, on va faire quelque chose, aussi une création avec Gilles Barbier. Puis une troisième chose aussi, c'est puisque le musée est quand même connu au niveau de l'architecture contemporaine, puisque les architectes ont eu le prix Pritzker, on va faire quelque chose aussi pour la journée de l'architecture, sur Soulages et l'architecture. Mais moi, je me donne aucune limite, parce que je pense qu'on a fait par nous-mêmes et avec le graphiste de l'imprimerie de Champagne, on a fait notre mise en page. Ensuite, on fait exactement comme on veut. On a quelqu'un ici qui peut faire ce travail. Et puis voilà, c'est assez facile. Et puis, il faut penser que dans les musées, nous, on a un panier moyen ici au musée Soulages qui doit être de l'ordre de 22 €, je crois, quelque chose comme ça, ce qui est quand même important pour un musée dans une ville de 30 000 habitants. Mais il faut penser qu'il y a les petits porteurs et il y a des gens pour qui 10 €, ben, c'est beaucoup. Et donc, je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas que des catalogues en papier glacé à 40 €, mais il faut aussi, je pense, des journaux, que les gens partent. Et moi, je ne les donne pas parce que ça représente du travail. Donc, je préfère les vendre 1 €, 2 €, 3 €. Je suis un petit peu comme les tests, les fameux tests, j'ai entendu ça ce matin à la radio, les tests à 1 € pour les enseignants.
moi, je veux que les gens payent pour sortir de quelque chose du musée. 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est pas cher. Voilà. Encore de nombreux numéros devant vous. Et Lorraine, alors quelles sont les prochaines échéances pour ouvrir en fait cette discussion? Alors, d'une part, notre volonté, c'est que la marketplace soit incontournable, qu'elle ait vraiment une place référente en France et à l'international. Donc, première chose, c'est d'aller compléter cette marketplace avec des grands musées internationaux. Ensuite, sur un plan physique, en fait, avec la réouverture des boutiques, c'est de renforcer tout l'aspect digital, le lien entre la boutique physique et l'Internet, que du coup le site soit aussi une manière de compléter le contenu que l'on peut avoir dans la boutique. Hein, par un produit, vous avez un produit, il y a un storytelling, un petit flashcode, et qu'on puisse entraîner aussi le visiteur, le client, à découvrir une vidéo, un podcast en lien avec le créateur de l'objet ou l'histoire, l'exposition dont on parle sur un merchandising, et ce qui permet d'entraîner le client à découvrir le site internet et de pouvoir ainsi le fidéliser. Soit il reviendra dans la boutique et dans le musée, mais si c'est un étranger qui ne revient pas forcément, on pourra ainsi le fidéliser sur la marketplace et les sites de nos musées. On va aussi beaucoup développer le contenu. On pense que l'aspect éditorial est très important parce que on parle de produits qui ont du sens, qui racontent une histoire. Alors, quand on est dans un musée, dans la boutique physique, on sort de l'exposition, donc les visiteurs sont encore dans l'émotion et dans l'histoire du musée. Donc, le passage dans la boutique, c'est la continuité de cette visite. Mais quand on arrive sur un site internet, on n'a pas visité en amont l'exposition. Donc, à nous de les entraîner aussi à découvrir tout l'aspect culturel et le contenu. Donc, notre marketplace est conçu aussi techniquement pour aller ajouter des vidéos et du contenu. Et tout ce travail-là, on le fera aussi avec nos partenaires. Il y a beaucoup de contenus qui sont déjà en place et c'est aussi l'idée de leur donner une plus forte visibilité. Voilà. Donc, enfin, pour terminer, c'est vraiment de développer petit à petit notre communauté, cette communauté conjointe avec ces différents musées et l'entretenir. Voilà, Merci beaucoup pour ces différents témoignages où on voit effectivement que les communautés, les publics sont au cœur finalement de vos préoccupations et qu'il y a vraiment une approche en fait éditoriale aussi et de liens en fait riches qui est envisagée en fait dans les différentes actions que vous menez. La plénière va s'arrêter ici, donc juste un mot pour vous dire que ces différents échanges seront transmis sur la chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux de Muséum Connexion. La prochaine rencontre sera prévue le 15 avril et on va basculer désormais en fait en petits groupes pour pouvoir échanger plus librement et